quel est le problème? Donc, pour une entreprise, émettre librement du CO2, c'est du même ordre qu'utiliser de la main-d'œuvre sans la rémunérer. Imaginez une entreprise qui ne rémunère pas sa main-d'œuvre, que va-t-il se passer? Imaginez, vous êtes une entreprise, vous pouvez utiliser de la main-d'œuvre, vous n'avez pas à la rémunérer. Personne ne rémunère sa main-d'œuvre, vous n'avez pas à la rémunérer. Que va-t-il se passer? Vous allez utiliser énormément de main-d'œuvre. D'accord? Beaucoup plus que vous ne devriez, compte tenu du fait que ça lui coûte à cette main-d'œuvre. D'accord? Pas besoin de tant d'imagination que ça. Pensez aux pays en développement, à certains pays où la main-d'œuvre est exploitée, c'est à peu près ce qui se produit. Donc je reviens au CO2. Émettre du CO2 librement, gratuitement, sans avoir à payer pour, c'est exactement la même chose que ne pas payer le travail pour une entreprise, le travail que vous employez. Et donc, vous allez émettre trop de CO2 par rapport à ce qu'il serait optimal de faire, puisque ce CO2 a un coût. D'accord? Émettre du CO2 a un coût, tout comme travailler pour vos employés a un coût. C'est ce qu'on appelle la notion de coût externe. Le problème avec le CO2, qui se pose moins directement, qui est plus facile à résoudre avec la main-d'œuvre, c'est que ce coût est externe. C'est-à-dire que les personnes qui subissent ce coût, bon, après l'intégralité du monde, ne sont pas celles qui l'occasionnent, l'entreprise qui émet le CO2. Et tout le problème vient de là. Tout le problème vient de ce coût externe. Donc cette phrase est très importante, cette notion de coût externe est très importante. Et vous la retrouverez sur mon dernier slide parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez efficace pour essayer de comprendre justement quel est le problème. Donc le stock de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, il a un coût. Et ce coût n'est pas pris en compte parce qu'il n'est pas reflété dans les prix de marché. On n'a pas de prix pour ce CO2. Ce CO2, il est incolore, il est inodore, il est émis, il s'accumule, il engendre des coûts pour la société, et pourtant on n'a pas de marché pour. Alors vous me direz, bah si, il existe des marchés du CO2. Il en existe un petit peu, il ne couvre pas du tout l'intégralité des émissions, et en plus le prix ne reflète pas justement ce coût. Il fonctionne mal pour le moment. D'accord? Alors je vous dis, il y a un coût. Mais est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur de ce coût? Parce qu'après tout, si ce coût n'est pas très important, c'est peut-être pas la peine d'aller tellement plus loin. On a mesuré ce coût. Donc on a différents moyens de le faire, on a différentes études qui l'ont fait. L'une des premières, c'est le rapport Stern. Donc, Stern est un Britannique qui a fait le premier rapport qui a fait date, cherchant, entre autres, à évaluer les coûts liés aux émissions de CO2. Et donc, ce qu'il obtient, c'est que ce coût correspond à 5% du PIB mondial par an. Je vous rappelle que le PIB de la France est à peu près 2,6% du PIB mondial, pour fixer un ordre de grandeur. D'accord? Donc, ces coûts sont vraiment importants. Plus récemment, l'OCDE s'est aussi penché sur la question et a obtenu des coûts qui étaient entre 1 et 3,3% du PIB mondial à l'horizon 2060. Encore plus récemment, vous avez le GIEC, en 2018, donc le groupement intergouvernemental des experts pour étudiant l'évolution du climat, c'est pour évolution, c'est pour climat, je crois que expert était avant le I, et eux ont obtenu que simplement, si on passe de 1,5 à 2%, quand on passe de 1,5 degré à 2 degrés d'augmentation de la température, d'accord, donc on ne dit pas l'intégralité du changement climatique, mais juste si les choses deviennent pires, si on passe de 1,5 degré à 2 degrés, eh bien ça correspond à 1,5 à 2% du PIB par an. D'accord, donc les chiffres à l'échelle mondiale sont importants, non négligeables, ça vaut le coup de se pencher sur le problème. Alors ça, c'est les coûts mondiaux. Et le fait qu'ils soient si importants a conduit donc des institutions reconnues à avoir cette conclusion. La question n'est pas de savoir s'il faut faire quelque chose, mais quand il faut faire quelque chose. À savoir que ces coûts sont tellement énormes qu'on est sûr qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. La question est simplement, est-ce qu'on s'y met maintenant, est-ce qu'on s'y met plus tard? On est sûr qu'au bout d'un moment, et ce bout d'un moment est avant 2100, il va falloir réagir
Et donc la question n'est plus si on doit le faire, mais quand on doit le faire. Au niveau de la France, que signifient ces coûts? Parce que ce n'est pas forcément les premiers qui viennent à l'esprit, ce n'est pas forcément les premiers dont on parle toujours. Alors l'un des coûts, ça va être un problème de coopération internationale. On s'est engagé dans les accords de Paris, si on ne les respecte pas, on va avoir un problème de coopération internationale, on va fragiliser l'accord de Paris. Ensuite, on a des dommages sur le sol français, qui sont en cours de mesure, mais qu'on observe déjà, même si on ne peut encore pas avoir de mesures statistiques aussi sûres et aussi convaincantes que ce qui a été fait à l'échelle mondiale. Mais on voit les dérèglements climatiques qui causent des problèmes régulièrement et des coûts en France. Et il y a une autre forme de coût qui correspond à des coûts qui seraient occasionnés si on retarde l'action. Donc des coûts que j'appellerais d'ajustement ultérieur. Si on ne fait rien maintenant, comme on est sûr qu'à un moment donné, on devra faire quelque chose, on va devoir tout faire plus vite. Et devoir tout faire plus vite, ça va être plus coûteux. Alors quand je dis tout faire plus vite, ça veut dire déclasser les équipements plus vite, c'est-à-dire ne plus utiliser sa voiture thermique du jour au lendemain. Je prends un extrême, mais c'est l'idée. Certaines usines qui ne pourront plus fonctionner du tout aussi très rapidement, si on fait les choses trop tard. Et donc ça, c'est le premier point, nécessité de déclasser rapidement les équipements polluants. Mais on devra aussi les remplacer par d'autres formes d'équipements, et de la même façon, ça devra se faire trop vite, plus vite, si on le fait tardivement. Alors, quel est l'objectif de la France dans le cadre des émissions de CO2 et de leurs coûts? Donc, dans les accords de Paris, la France est engagée à ne pas avoir, à se comporter en termes d'émissions de façon cohérente avec une augmentation de la température qui ne dépasserait pas 2 degrés à l'échelle mondiale. Pour la France, cela revient à ne plus avoir d'émissions nettes à l'horizon 2050. Donc ça correspond à un morceau du titre de la présentation. Quel est le zen du titre? C'est le zéro émission nette. Donc regardez ce qui se passe en 2050 pour vous expliquer le concept. En 2050, vous voyez qu'on a encore un petit peu d'émissions. On en a à peu près encore 50 millions de tonnes. D'accord? C'est ce que j'appelle du zéro émission nette parce que ça veut dire qu'on estime qu'on aura des puits de carbone à hauteur exactement de 50 millions à l'horizon 2050. D'accord? Donc ça veut dire qu'on en absorbera autant qu'on en émettra, donc il n'y aura plus d'accumulation. D'accord? On peut se permettre encore d'émettre de façon brute en 2050 à peu près 50 millions de tonnes de CO2 parce qu'on estime qu'on aura les puits correspondants, donc ces émissions seront absorbées et on n'aura pas d'accumulation supplémentaire dans l'atmosphère. Donc, plus de réchauffement climatique. Donc ça, c'est l'extrémité de la ligne verte. Si on regarde ce qu'on a actuellement, c'est la ligne bleue. Ce sont les émissions observées pour la France depuis 1990. Et à partir de 2018-2019, donc, on a tracé ce profil d'émissions dans le temps qui nous permet d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. D'accord? C'est le zéro émission nette. Il y a autre chose de représenter aussi sur cet écran. C'est une autre dynamique qui correspond au facteur 4 à l'horizon 2050. Le facteur 4, c'est la division par 4 des émissions, qui a été un objectif antérieur, qui n'est plus l'objectif actuel pour la France. Et on voit évidemment que donc, cet objectif-là avait été fixé antérieurement, et on voit qu'il correspond à l'horizon 2050 à davantage d'émissions. Donc on n'a pas de zéro émission nette en 2050 si on suit l'objectif facteur 4. Alors, comment s'y prendre? Comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre cet objectif de zéro émission nette à l'horizon 2050, qui est la correspondance en termes d'objectifs d'émission des accords de Paris pour la France. D'accord? C'est sa part de travail pour la France, de façon à ce qu'on arrive à atteindre cet objectif de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Donc on va descendre sur cet écran. On commence donc par cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.
Deux façons de le réaliser. Ou on a moins de PIB, d'accord, on produit moins, on a moins de richesse, c'est une première façon de s'y prendre. Ou alors on arrive à avoir la même richesse ou même augmenter la richesse, mais avec des émissions de CO2 plus faibles. Donc c'est ce qu'on appellera à ce moment-là un découplage émissions-PIB. Il y a deux possibilités. On garde la même intensité en termes d'émissions du PIB, puis on réduit le PIB. Ça va mécaniquement réduire les émissions, ça fonctionne. On le voit quand on a des récessions. Les récessions automatiquement nous amènent à moins d'émissions de CO2. Et une autre façon de procéder, c'est d'avoir du découplage entre les émissions et le PIB. Alors, baisse du PIB, il n'y a entre guillemets pas grand-chose à faire, d'accord? Ça peut être davantage de sobriété, mais on appellera la sobriété aussi autre chose dans cette présentation. On va regarder d'un peu plus près les possibilités de découplage qui s'offrent à nous. Comment est-ce qu'on peut découpler? Alors la première solution, qui est mauvaise, consiste à avoir des fuites de carbone. Que signifie des fuites de carbone? Ça veut dire que, eh bien, on va émettre moins chez nous, mais on va exporter notre carbone, c'est-à-dire importer les biens qui sont très intensifs en carbone, de sorte que chez nous, il n'y a pas les émissions, mais on les fait faire ailleurs et on importe les biens qui ont un fort contenu en carbone. Donc c'est évidemment une mauvaise solution parce que ça ne nous permet pas de régler les 2 degrés à l'échelle mondiale. On va juste émettre ailleurs, ça ne change rien au problème. Si ce n'est qu'en termes de mesure, la façon dont c'est mesuré actuellement sur le sol français, ça marche entre guillemets. Mais donc on élimine, ce n'est pas une bonne solution, on est d'accord. Autre possibilité, augmentation des puits. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est que ça ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Donc si on arrive à absorber davantage de CO2, on pourra se permettre d'en émettre davantage aussi. D'accord? Ou, autre façon de le dire, on peut continuer à émettre comme on le fait, on accroît la quantité de pluie, ça permet d'avoir moins d'émissions nettes. Ça, il y a 2 limites particulières. La technologie, donc il y a des technologies qui consistent à capturer le carbone. On a des limites géologiques. C'est déjà un peu pris en compte dans les 50 millions de tonnes qu'on peut encore émettre en 2050. On ne peut pas stocker du carbone n'importe où, il faut des caractéristiques du sol particulières. L'agriculture peut aussi absorber du carbone. Dans les 50 millions, on a aussi considéré les limites de l'agriculture. On ne peut pas aller à l'infini. Donc, augmentation des puits, pourquoi pas, mais a priori, cette augmentation, elle est bornée au bout d'un moment et on a déjà essayé de prendre ça en compte dans la réduction d'émissions nécessaire que je vous ai présentée tout à l'heure. Troisième possibilité, les substitutions. Donc, essayer de produire différemment. On peut le faire de 2 façons. Donc, on peut ou avoir le même PIB avec moins d'énergie, et donc après mécaniquement moins de CO2, ou alors le même PIB, la même quantité d'énergie, mais une énergie qui elle-même est décarbonée. Si on utilise du solaire, ça fonctionne aussi. Donc voilà les différentes façons de s'y prendre. Donc ça, c'est ce que j'appelle les gains de sobriété et d'efficacité énergétique, c'est réussir à faire la même chose mais avec moins d'énergie, plus sobre en énergie, ou alors on va décarboner l'énergie. Donc ce sont ces différentes possibilités qui sont envisagées et donc, comme je le disais, pas les fuites de carbone. Où en est-on pour le moment? Qu'est-ce qu'on a fait en termes d'émissions? La courbe bleue est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui après doit descendre tout droit jusqu'en 2050 et les 50 millions de tonnes d'émissions pour qu'on arrive à avoir notre zéro émission nette. Non, alors je vous dis des bêtises. Donc, c'est la jaune qui correspond à la bleue de tout à l'heure et la bleue, c'est le PIB. Donc, vous voyez que la jaune, elle diminue un peu et après, on a donc cet objectif d'émission qui va à 50 millions à l'horizon 2050. Donc, la jaune diminue un peu, mais on n'est pas bien sûr que ce soit pour les bonnes raisons. Je vous ai dit tout à l'heure, on a des fuites de carbone. Là, il y a potentiellement une proportion non négligeable de fuites de carbone dans ces diminutions des émissions en France. Donc là, la courbe jaune qui sont les émissions observées. Si on continue avec la même tendance, donc vous avez les courbes avec les pointillés et vous voyez que ça continuerait à descendre légèrement. Donc on a déjà, entre guillemets, progressé, mais on n'est pas bien sûr que ce soit de la bonne façon.
En même temps, on a le PIB qui a continué à augmenter, donc c'est la courbe bleue. Et puis, on peut continuer à faire des projections, c'est la courbe en pointillé. Et donc, on observe un découplage. On a bien un découplage. Je vous remets cet écran-là. Mais comme je vous disais, on n'est pas sûr que là-dedans, il n'y ait pas une part non négligeable de fuite de carbone. Et donc, on aurait besoin d'un découplage bien plus important si on voulait réussir à avoir du zéro émission nette en 2050. C'est la courbe verte. Alors, quels sont les challenges? Pourquoi ça va être difficile, en particulier, de réaliser eh bien, ces substitutions, ces gains de sobriété, d'efficacité énergétique, la décarbonation de l'énergie? C'est compliqué parce que souvent, il va s'agir de remplacer des technologies qui sont peu chères par des technologies qui sont non polluantes, mais généralement, elles sont plus chères. Sauf quand elles permettent des économies d'énergie, et j'y reviendrai. Si elles permettent de réaliser des économies d'énergie, il est fort possible que si vous remplacez une technologie par une autre, à la fin, vous vous y retrouviez en termes de budget. Autre problème, ce n'est pas nécessairement des substituts parfaits. Donc l'exemple type, ce sont les voitures électriques qui ne vont pas fournir exactement le même service que les voitures thermiques parce qu'elles manquent d'autonomie. On ne peut pas aller faire 800 km comme on le peut avec un véhicule thermique. Les énergies renouvelables ne sont pas non plus des substituts parfaits aux centrales à charbon, par exemple, parce qu'elles sont intermittentes. Donc, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie, dans ce cas-là, pas d'électricité fournie par une centrale solaire. Donc, elles ne donnent pas exactement le même service qu'une centrale à charbon. Donc, ce ne sont pas des substituts parfaits. Et enfin, dans certains domaines, les solutions technologiques, elles ne sont même pas encore disponibles. On ne sait pas comment faire pour faire pareil en émettant moins. Alors, maintenant que j'ai présenté les challenges les uns après les autres, eh bien, je vais revenir dessus et puis tempérer un peu. Alors, les substituts parfaits, eh bien, parfois, on arrive à inventer des technologies supplémentaires qui nous permettent de régler le problème. Donc, les voitures électriques, par exemple, eh bien, il y a énormément de recherches qui se fait sur les batteries pour essayer de faire en sorte qu'elles soient davantage autonomes. On a aussi possibilité de développer des bornes de recharge rapides, par exemple, un peu partout sur le territoire. Mais au-delà de ça, on peut aussi envisager de changer davantage de choses. C'est-à-dire, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un véhicule qui remplace exactement le véhicule thermique. Si on envisage le véhicule individuel comme faisant uniquement 50 km et d'autres solutions quand on veut voyager plus loin, ça règle le problème de cette substitution. On n'a peut-être pas besoin d'avoir remplacé exactement un service par le même service. Il faut peut-être essayer de penser les choses différemment. Pour les énergies renouvelables intermittentes, c'est pareil, on peut imaginer des choses différemment. Imaginer le développement de batteries, imaginer le développement de réseaux pour que quand il y a du soleil quelque part ou du vent quelque part et pas ailleurs, eh bien on arrive à mutualiser tout ça et régler le problème de l'intermittence ou utiliser l'hydraulique. Donc on peut essayer de réfléchir à des solutions pour vivre avec des substituts imparfaits. On n'est pas obligé d'avoir exactement le même service, mais il faut juste penser un peu différemment. Ensuite, les technologies, donc il y en a certaines qui sont plus chères, mais on observe quand même qu'il existe, avec ces technologies récentes, ce qu'on appelle de l'apprentissage, ou du learning en anglais, qui fait que plus on produit, moins ça coûte cher de produire. Alors, ce que vous avez sur ce graphique, c'est donc en abscisse les quantités produites. Il s'agit ici de panneaux solaires que j'ai pris en exemple, et vous avez des mégawatts pour mesurer une capacité. En ordonnée, vous avez le prix moyen d'un module. Et donc, vous voyez que plus on produit, donc c'est les petits points bleus, plus on produit, donc plus on se déplace vers la droite sur l'axe des abscisses, plus vous allez avoir le coût qui va diminuer. Et donc, la pente de cette droite va vous dire, si on augmente d'une unité les quantités, la capacité de panneaux solaires, de combien ça fait baisser le coût unitaire. Et on voit que la pente de cette droite, donc, qui va exactement nous donner cette capacité à produire pour moins cher quand on produit davantage, elle est de 22,5%. Donc c'est énorme. Les gains de coût qu'on réalise à chaque augmentation de panneaux solaires sont très importants. Donc sur une quarantaine d'années, on a du 22,5%
de taux d'apprentissage. Et c'est le cas dans beaucoup de nouvelles technologies, et donc ça permet de faire vraiment baisser le prix. Alors en particulier pour le solaire, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on peut même trouver des organismes qui vous disent mais en fait le solaire, c'est plus rentable que l'énergie fossile et que le nucléaire si on le fait correctement, c'est-à-dire avec des normes de sécurité très élevées. Alors c'est pas faux, mais en face vous avez les mêmes personnes qui vous disent mais c'est intermittent. Et pour l'instant le problème est un peu là, d'accord ? On arrive en réalité à produire de l'électricité solaire pour très peu cher maintenant, donc c'est plus vraiment le problème, grâce à ces taux d'apprentissage qui ont fait énormément diminuer les coûts. Le problème du solaire, c'est quand même que ce qu'on n'a pas encore réussi à régler, c'est l'intermittence. C'est que ce n'est pas tout à fait le même service que l'énergie fossile qui est rendue. Sur l'écran qui considérait les challenges, je vous disais, il y a aussi des technologies qui ne sont pas encore disponibles. Donc là, je vous en ai donné quelques exemples suivant les secteurs. Donc, dans les procédés industriels, et ça correspond à 10%, soit à 40 millions de tonnes de CO2, vous avez dans la cimenterie, dans la chimie, dans la métallurgie, il y a des technologies qui manquent encore pour réduire suffisamment les émissions de CO2. Dans le transport de marchandises, tout ce qui est poids lourd, aérien, fluvial et maritime, on ne sait pas non plus très bien comment s'y prendre. Et enfin, dans l'agriculture, tout ce qui est fermentation empirique, sol agricole, gestion des déjections, c'est pareil. Les technologies ne sont pas disponibles pour réduire les émissions de CO2. Autre problème avec le progrès technique, c'est qu'il n'est pas spontanément vert. C'est-à-dire que quand il va y avoir des inventions, puis des innovations quand ça va être appliqué, ça ne va pas nécessairement jouer dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de réduire les émissions. Alors, c'est vrai pour principalement 3 raisons. La première raison, c'est l'effet rebond, qui va nous saper l'effet des technologies. Donc à peu près un tiers des gains d'efficacité énergétique se traduisent en regain de consommation. L'exemple habituel, c'est vous changez l'isolation de votre maison parce que vous aviez froid, vous aviez 18 degrés dans votre maison, vous avez maintenant une meilleure isolation qui vous permettrait normalement de faire des gains d'électricité, par exemple si vous chauffez à l'électrique, importants grâce à cette isolation. Eh bien oui, mais en fait, maintenant vous pouvez vous permettre de vous chauffer à 20 degrés plus tôt. D'accord ? Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas réaliser de gain d'énergie, de gain d'électricité dans mon exemple, mais vous allez réaliser un gain de confort, ce qui est très bien d'ailleurs dans l'absolu. Sauf que on pensait qu'isoler davantage le logement, ça allait permettre de réduire l'utilisation d'énergie, et en fait pas. Et donc, ce qu'on mesure, c'est qu'il y a à peu près un tiers des gains d'efficacité énergétique qui passent dans autre chose que de la réduction d'utilisation d'énergie. Deuxième point, la dépendance au passé. Donc on aura tendance aussi à faire des inventions, des innovations dans ce qu'on connaît déjà. Donc les innovations, il y en a quand même dans le gaz de schiste, il y en a quand même dans le nucléaire avec les EPR, et pas nécessairement uniquement dans les énergies renouvelables que j'ai noté ENR ici. Donc on a tendance à continuer à faire des innovations, des nouvelles technologies dans ce qu'on sait faire, et ce qu'on sait faire n'est pas nécessairement moins émetteur de CO2. Et dernier point, la dépendance au prix du pétrole. Donc depuis 2012, la part des brevets consacrés à la prévention du changement climatique a reculé, et c'est essentiellement dû à ce qui se passe sur le prix du pétrole. Il y a d'une certaine façon trop de pétrole. Donc quand on a plein de pétrole présent dans l'économie, les prix du pétrole sont bas et il y a peu d'incitation pour les industriels à faire de la recherche et développement qui concerne des nouvelles technologies qui permettent de remplacer le pétrole. Alors c'est particulièrement flagrant sur cette représentation. Là, vous avez les brevets verts et le prix du pétrole, donc les brevets des technologies plus écologiques, moins émettrices de CO2, et le prix du pétrole. Et donc vous voyez que ça varie de concert. Donc quand le prix du pétrole devient plus élevé, c'est une vraie incitation à faire de la recherche et développement verte. Et donc comme on a trop de pétrole, que les prix du pétrole ne sont pas si élevés que ça, eh bien ça n'incite pas les industriels à faire de la recherche et développement qui aille dans le bon sens.
Alors, comment y aller à ce zéro émission nette? On a vu quels étaient les challenges, donc remplacer des technologies peu chères par des technologies plus chères, qui ne sont pas exactement les mêmes, et on n'a pas toujours les technologies. Mais là, je pars du principe que, à partir du moment où on a les technologies, a priori, rien ne nous empêche de faire le remplacement. Alors, le rien ne nous empêche, de nouveau, il y a un coût. Il va falloir, même si ce n'est pas forcément des technologies qui sont plus chères, remplacer une technologie existante par une autre. Alors, comment y aller? Parfois, la réponse est ça va y aller tout seul. Donc, c'est le cas sur cet écran ici. Ce que j'appelle y aller tout seul, c'est qu'on n'a pas besoin d'intervention publique. Si on laisse les agents juste décider tout seuls de leur choix d'investissement, ils vont faire les bons. Donc, ce sera le cas des actions, des investissements qui ont un coût nul ou qui engendrent un gain. D'accord? Donc, ils vont vous faire gagner de l'argent si vous les adoptez. Les exemples, ce sont les gestes de sobriété, donc avoir des équipements qui sont davantage adaptés aux besoins. D'accord? Auparavant, vous consommiez inutilement d'énergie et puis vous avez un comportement plus sobre et c'est moins le cas. Les gestes d'optimisation, donc le nombre de passagers par véhicule, par exemple, essayer d'éviter d'utiliser une voiture à vide. Ça fait gagner de l'argent aux personnes qui, du coup, au lieu d'utiliser 2 voitures, en utilisent une. Et enfin, les investissements rentables, comme par exemple les pompes à chaleur dans l'industrie. Donc, quand dans l'industrie, les pompes à chaleur sont installées, ça peut faire gagner de l'argent aux industries qui les installent. Donc, dans ce cas-là, entre guillemets, tout va bien. Réaliser des investissements économiseurs d'énergie et qui émettent moins de CO2 permet de gagner de l'argent. Pas besoin d'action publique. Alors, parfois, on peut en avoir un peu besoin quand même pour donner l'information. Si l'industrie ne sait pas qu'en mettant une pompe à chaleur, elle va gagner de l'argent, elle ne va pas la mettre en place. Donc, uniquement pour donner l'information que si tel investissement est réalisé, ça va permettre de réaliser des gains. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on a 2 autres niveaux pour lesquels ce n'est pas le cas. On peut avoir des investissements qui sont rentables pour la société, mais seulement si on prend en compte la valeur du carbone qui est économisé. Donc auparavant, je n'avais même pas besoin de prendre en compte ça. Vous alliez gagner de l'argent en installant votre pompe à chaleur. Quelque part, vous vous en fichez que ça émette moins de CO2. De toute façon, c'est une bonne idée, c'est rentable. Maintenant, j'ai une situation un peu plus tendue où on a des investissements qui vont être coûteux, qui vont faire perdre de l'argent si on les met en place, mais pas si on valorise le CO2 qui a été économisé grâce à cet investissement. Donc ça va être par exemple le recours à certaines énergies renouvelables chaleur, les raccordements à des réseaux de chaleur, le véhicule électrique et la rénovation thermique d'un bâtiment. Donc la rénovation thermique d'un bâtiment, ça ne va pas être rentable, sauf si on prend en compte ce coût du CO2 qui pèse sur la société à l'intérieur de son calcul de rentabilité. Donc non seulement il va falloir prendre en compte le coût le coût de faire cette rénovation thermique, ce que ça va vous permettre de gagner en termes de réduction de votre facture d'électricité, mais il va aussi falloir prendre en compte le fait que ça va émettre moins de CO2. Seulement, si c'est vous qui rénovez votre bâtiment tout seul, il n'y a aucune raison pour que vous preniez en compte cette valeur de CO2. Et donc, c'est là qu'il faut une intervention publique pour que ces actions deviennent profitables pour les acteurs. Donc ça, c'est mon deuxième niveau. Ça va devenir profitable si on valorise le CO2. C'est un peu plus tendu que l'écran précédent. Et puis enfin, on a une série de projets qui sont non rentables pour le moment, même si on valorise le CO2. Et là, dans ce cas-là, il faut aussi de l'intervention publique. Ça veut dire qu'il manque de la R&D, qu'il faut inventer des technologies qui vont permettre de réduire les émissions et que ce soit rentable quand on valorise le CO2. Et donc, c'est par exemple l'isolation des murs par l'extérieur, la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc, dans tous ces cas-là, l'intervention publique est nécessaire. Alors, j'ai parlé de valoriser le CO2 ou prendre en compte le coût du CO2 pour la société. Mais comment est-ce qu'on va faire pour mesurer ce coût et comment est-ce qu'on va faire pour le répercuter pour que les différents acteurs soient sensibles à cette valeur? Vous décidez si vous devez rénover votre bâtiment, comment faire en sorte pour que vous preniez en compte
cette valeur du CO2 dans votre décision. Alors, c'est justement ce à quoi j'ai travaillé avec un institut qui s'appelle France Stratégie, qui est un think tank du gouvernement français qui dépend des services du Premier ministre. Et donc, on avait une lettre de mission qui consistait à justement déterminer cette valeur du carbone. Quelle doit être la valeur du carbone, que vous pouvez appeler prix du carbone si vous voulez, pour qui garantisse qu'on atteigne le zéro émission nette en 2050. Donc, ça va constituer une référence, une valeur socio-économique de l'action pour le climat. Donc, valeur de l'action pour le climat, c'est ce qui s'est appelé VAC après. Et c'est aussi dit valeur tutélaire. Donc, un peu d'histoire récente, je vais dire. Donc, en 2008, on avait déjà calculé une valeur tutélaire. Donc, je n'étais pas dans cette commission de 2008, mais cette commission est dirigée par Alain Quinet, qui sinon travaille à la SNCF. Et donc, ils avaient calculé en 2008 une valeur tutélaire du carbone ou un prix du carbone. Il était nécessaire de la réévaluer, de vérifier si elle avait changé, parce qu'en particulier, on avait changé d'objectif. À l'époque, on avait le facteur 4, maintenant on a le zéro émission nette en 2050. Donc on s'attendait bien à ce que ce soit plus élevé. Et puis, donc on a réalisé ce rapport, je vais expliquer comment par la suite, et il aurait dû sortir en novembre 2018. Et là, pas possible de sortir un rapport, parce qu'en plus on avait des valeurs élevées, à un moment où ça risquait d'être interprété comme une taxe sur le carbone. D'accord ? En novembre 2018, ce n'était pas possible. Donc on a essayé de trouver un nom qui fasse que le rapport ne soit pas définitivement enterré. Et donc, c'est cette valeur de l'action pour le climat, qui est maintenant appelée VAC à peu près partout. Donc c'est l'historique de cette appellation de valeur de l'action pour le climat. Mais l'idée est vraiment de mesurer la valeur du carbone, ou le prix du carbone, ou le coût du carbone. Tout ça, c'est pareil. Alors, comment est-ce qu'on a procédé pratiquement? Donc, cette valeur, elle est élaborée de façon collégiale. On avait une cinquantaine de personnes, donc un panel d'experts issus des administrations, de l'université, des ONG, des entreprises et des syndicats. Donc, on avait des ONG vertes, on avait des syndicats patronaux, des syndicats de travailleurs. Voilà. Et on avait une proposition, on a abouti à une proposition qui est fondée sur cet objectif Z avec une approche coût-efficacité. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, ce qu'on devait résoudre, c'est on doit avoir un zéro émission nette en 2050. Comment est-ce qu'on y arrive? Et de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire pour que ça nous coûte le moins possible d'arriver à zéro émission nette en 2050. Donc, on avait ce profil d'émission qui diminue jusqu'en 2050. Et nous, on a calculé un profil de valeur du carbone pour chaque année de façon à arriver à zéro émission nette en 2050. Et donc, on a une approche coût-efficacité parce que on avait notre objectif et on a cherché la façon la plus efficace d'y aller, c'est-à-dire avec les coûts minimums. Pratiquement, on a utilisé des modèles qui ont réalisé des simulations pour faire ça. Et puis, on a aussi utilisé des benchmarks, on a regardé ce qu'on obtenait par rapport à ce qui avait été fait dans les autres pays. Quels sont nos résultats? Et donc, quelles sont les valeurs qui vont nous permettre de déclencher les bons investissements à mettre en œuvre à chaque instant? Alors, nos résultats sont les suivants. D'abord, je vais commencer par le point en 2030, parce qu'il a plus de pertinence que le précédent. Donc, on a obtenu, et avec un bon consensus sur les différents modèles, on a utilisé différents modèles avec différentes hypothèses pour essayer d'avoir quelque chose de robuste. Et donc, en 2030, on obtient une valeur de 250 € la tonne de CO2. Donc, c'est très élevé. Personne jusqu'à présent n'avait osé avancer quelque chose qui était supérieur à 100 € la tonne. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Et ensuite, on a cette valeur qui continue à augmenter, donc qui passe à 500 € en 2040 pour arriver à 775 € vers 2050. Alors, en réalité, j'ai des choses intéressantes à dire au début et à la fin. Donc, à la fin, les modèles, ils n'allaient pas à 775 €, ils explosaient quand on arrive à près de 2050. Pourquoi? Parce qu'on doit changer complètement de paradigme. On doit vraiment avoir des modèles qui réussissent à intégrer le fait qu'on ait une économie dans laquelle il n'y a presque plus d'émissions. Et alors, pour eux, pour que l'économie y arrive,
compte tenu des technologies qui sont connues pour le moment, eh ben, il fallait les tordre énormément et donc on arrivait à des valeurs de carbone extrêmement élevées. Ça n'avait pas de sens parce qu'en réalité, on sait qu'à partir de 775 €, on peut avaler toutes les émissions de CO2, enfin je veux dire les reprendre de l'atmosphère, toutes les émissions de CO2 qu'on veut. D'accord ? Donc on a pu borner à 775 €, qui est la technologie qui nous permet, donc par tonne de carbone, qui est la technologie qui nous permet de récupérer les émissions de carbone. Ça n'avait pas de sens de faire dépasser la valeur du carbone au-delà de ces 775 € a priori. Autre problème au démarrage, donc normalement, on aurait dû avoir un saut. D'accord ? 54 € la tonne, c'est la valeur du moment. C'est la valeur qui correspond à la taxe carbone. Ce n'était pas envisageable d'avoir un saut au départ, de retourner voir le gouvernement et de leur dire ben voilà, la valeur du carbone, il faut déjà la multiplier par 3 aujourd'hui. Ça n'aurait pas été acceptable. Donc on a fait un compromis ici entre ce qui pouvait être entendu et l'espoir que cette valeur soit vraiment utilisée et serve à quelque chose, et la vraie valeur qu'il y avait derrière. Donc on a un peu de rattrapage quand on part un peu bas, mais notre point d'ancrage, c'est vraiment 2030. On tenait à passer par ce point d'ancrage 2030 à 250 €, et puis après on passe à 500 €, et donc EDF nous a indiqué que ça n'était pas la peine de le faire dépasser de 775 €. Donc de nouveau, c'est une valeur qui a été à la fois obtenue dans le but de respecter un objectif, en essayant que ça coûte le moins cher possible, en faisant tourner des modèles de simulation, mais en s'assurant que les différentes parties prenantes, les 50 personnes autour de la table, étaient d'accord avec les résultats qu'on obtenait aussi. On a des plages d'incertitude, parce que là, ce que je vous ai commenté, c'est le trait noir. Mais vous voyez qu'on a un faisceau qui va en s'élargissant au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le temps. Donc en particulier, si on se rend compte qu'on a une coopération internationale plus intense que celle qu'on a supposée quand on a fait tourner nos modèles, ça veut dire qu'on a plein de R&D qui vient du reste du monde et qui nous aide à atteindre ce zéro émission net à un coût plus faible. On n'a peut-être pas besoin à ce moment-là d'aller jusqu'à 775 €, et c'est le sens de cette partie bleue. Si au contraire, et là on va être dans la partie rouge, on se rend compte qu'on s'est trompé dans nos objectifs et qu'il va falloir faire bien davantage si on veut ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique, bah à ce moment-là, il faudra avoir un prix potentiellement plus élevé. Mais de nouveau, on le borne. Donc une fois qu'on a ces valeurs ici, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait, d'accord, pratiquement? Alors on en a déjà immédiatement fait quelque chose, parce que c'est déjà pris en compte dans les investissements publics. C'est-à-dire que donc on a fini par réussir à faire sortir le rapport en février 2019. Et dès cette date-là, les investissements publics ont valorisé les émissions de CO2 avec les valeurs qu'on leur indiquait dans le rapport. Qu'est-ce que ça signifie, valoriser le CO2? Donc ici, je vous ai pris quelques exemples d'investissements publics dans différents secteurs, donc énergie, ferroviaire, le Grand Paris Express, recherche et autoroute. En face de chacun d'eux, je vous ai mis leur coût en millions d'euros, 2015. Leur valeur actuelle nette, donc là, c'est les gains nets des coûts. D'accord ? Donc dans la colonne van, vous avez les coûts qui sont juste à gauche, qui sont aussi intégrés en négatif. Et de façon intéressante, eh bien, on a fait aussi figurer l'impact carbone sur la base donc, de la trajectoire du prix qu'on avait proposé. Donc ici, par exemple, le réseau de chaleur, il nous permet d'économiser 7 millions d'euros parce qu'on a valorisé les émissions que ça allait permettre d'économiser à hauteur de 7 millions grâce à notre valeur du carbone. Et on voit, si vous rapportez 7 à 47, que ça correspond à 15% du coût total. D'accord ? Donc c'est une part qui est importante. Peut-être un autre exemple qui est parlant, si on prend l'autoroute par exemple, contournement de Rouen, bien là, vous allez avoir moins 78 millions d'euros qui vont être pris en compte dans la valeur du projet parce que ça émet des émissions de CO2. Et donc, ça représente à peu près 10% du coût de l'autoroute.
Donc l'autoroute va se trouver 10% plus chère parce que l'État, déjà immédiatement, valorise les émissions de CO2 en utilisant cette valeur du carbone. Alors, autre exemple, mais cette fois-ci pas dans les investissements publics et donc pas immédiatement pris en compte parce que l'État peut décider dans ses investissements publics directement de prendre en compte cette valeur du carbone. Il a besoin de l'approbation de personne. Ici, par contre, j'ai pris des exemples qui sont davantage industriels. Donc là, c'est dans la génération d'énergie. Et j'ai pris ce que j'appelle les exemples de coûts d'abattement. Ce qu'on appelle un coût d'abattement, c'est combien ça coûte de réduire les émissions de 1 tonne de CO2. Donc on voit par exemple que pour combustion gaz naturel plus capture et stockage du carbone, et donc en incluant des choses, c'est juste des petits commentaires que vous avez ici, ça va coûter entre 40 et 73 € la tonne de CO2. D'accord ? Donc pour qu'un industriel souhaite faire ça, eh bien, il faudrait que la valeur du carbone soit celle-ci et qu'il la ressente. D'accord ? Si jamais, donc c'est juste un exemple, j'y reviendrai plus tard, l'industriel, il a une taxe qui est à, par exemple, 74 € la tonne de CO2, eh bien, il va avoir intérêt à mettre en place cette première technologie. D'accord ? Parce que c'est exactement ce que ça lui coûte de ne pas émettre la tonne, c'est entre 14 et 73 €. Donc si la tonne lui est facturée 74 €, il va préférer faire cette technologie qui lui coûte moins cher plutôt que d'émettre le CO2. Donc c'est juste quelques exemples de technologies avec les coûts en face. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont inférieurs à 100 €, entre 60 et 80 $ la tonne, 250 $ la tonne. Donc c'est divers et varié. Et à chaque fois, pour les déclencher, il va falloir que la valeur du carbone soit supérieure à ça et qu'en plus, elle soit vraiment imposée aux personnes qui prennent les décisions d'investissement. Alors comment est-ce qu'on fait pour que ça leur soit imposé ? Comme je disais, pour les investissements publics, pas de problème, l'État se l'impose à lui-même. Comment est-ce qu'il fait pour l'imposer à des industriels, à des individus, à des consommateurs ? Donc c'est là qu'on passe dans la mise en œuvre, et je vous ai pris, pour que ce soit bien parlant, l'exemple des taxes, et je vais y revenir à partir de maintenant, mais ce n'est pas le seul instrument. Donc vous avez différents types d'instruments, les incitations économiques, les garanties, les normes, et de toute façon, j'y reviendrai par la suite, quel que soit le type d'instrument qu'on considère, il va avoir des conséquences redistributives, c'est-à-dire que eh bien, il va modifier les richesses relatives des différents agents qui vont être soumis à ces instruments. Donc je prends la première, donc, les incitations économiques. Eh bien, quand on met en place une incitation économique, ça va inciter les agents à prendre des décisions, ça va modifier leurs décisions, à prendre les bonnes décisions. Donc en particulier les taxes, elles vont renchérir les solutions polluantes. Donc je reprends mon exemple sur le premier slide de cet exposé qui consistait à dire ne pas payer le CO2, c'est la même chose que ne pas payer le travail. Donc si vous vous mettez à payer le CO2 via une taxe, et si la taxe elle a le bon niveau, c'est-à-dire le niveau exact qui nous permet d'atteindre nos objectifs de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique, eh bien cette taxe va exactement limiter les émissions au bon niveau de chacun. D'où cette phrase ici, qui est la deuxième vraiment importante, je pense, de cette présentation. Je ne vous ai pas du tout dit à quoi servait le produit de la taxe, en vous faisant ce parallèle avec le travail. Et donc, même si le produit de la taxe n'est pas utilisé à des fins écologiques, ça veut dire que l'argent que l'État récupère, même s'il ne l'utilise pas pour des technologies plus vertes, eh bien, ça va être un instrument efficace. Je reviendrai sur le plus tard, mais c'est un instrument qui fonctionne. Donc j'insiste énormément là-dessus, parce qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, on entendait plusieurs fois à la radio par jour, et en plus, cette taxe n'est pas efficace, puisqu'on n'utilise pas le produit de cette taxe à des fins écologiques. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que ça démultiplie son effet si on le fait, je suis bien d'accord, mais ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. La taxe, elle va permettre d'internaliser le coût externe dont je vous parlais auparavant. C'est-à-dire de faire sentir à l'entreprise qui émet du CO2 que ça a un coût
de lui faire ressentir exactement le coût social et de lui permettre de prendre la bonne décision en termes de niveau d'émission. Mais on n'a pas besoin, pour l'instant, peu importe de ce qui est fait avec le produit de la taxe. Donc c'est le premier point sur les taxes. Deuxième point, les subventions. Les subventions, c'est aussi une incitation économique. Elles vont réduire le coût des technologies moins polluantes. Donc effectivement, si ça vous coûtait plus cher d'utiliser du charbon, et puis, moins cher d'utiliser du charbon, plus cher d'utiliser du solaire, mais que finalement on vous subventionne le solaire et que ça revient moins cher maintenant compte tenu de la subvention, bah vous allez changer votre décision et c'est aussi une modification d'incitation. Et ça fonctionne d'une certaine façon, un peu de la même façon que la taxe, sauf que là, vous n'internalisez pas le coût externe. Autre possibilité, les garanties. Donc les garanties, elles vont permettre de partager les différents risques. Les normes, quant à elles, vont imposer aux acteurs privés de prendre les bonnes décisions. Donc cette fois-ci, on va dire à l'entreprise, bah, voilà le niveau maximum que vous pouvez émettre et vous ne pouvez pas émettre davantage. Alors ça peut être efficace aussi, les normes. Le seul problème, c'est que, il faut savoir exactement quel niveau dire à chaque entreprise. D'accord ? Les taxes et les subventions, c'est plus facile. Il suffit de savoir quel est le coût pour la société du carbone, les mettre à ces niveaux-là, et les entreprises vont prendre les bonnes décisions. Et donc, si vous considérez deux entreprises différentes, pour moi, par exemple, j'aimais beaucoup, mais ce n'est pas très coûteux pour moi de mettre, par exemple, un filtre quelque part et d'émettre beaucoup moins, alors que l'entreprise en face, elle aimait aussi, mais elle devrait tout changer ses installations pour émettre moins. Eh bien, avec la taxe, c'est moi, pour qui c'est facile, qui vais faire davantage d'efforts que l'entreprise en face. Et c'est efficace. D'accord ? Moi, je ne vais pas avoir tant de coûts que ça à réduire mes émissions, alors que l'entreprise en face, elle en aurait beaucoup plus. Si on met une norme en particulier équivalente, ça risque de faire disparaître l'entreprise en face, et moi, je ne vais pas avoir grand-chose à faire, et vous voyez bien que ce n'est pas efficace comme façon de procéder. Alors, les normes ont quand même un avantage, c'est qu'elles peuvent être imposées du jour au lendemain, et elles sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Si on dit, vous n'émettez pas plus que ça, on n'émet pas plus que ça, et ça y est. Les taxes, il y a un peu plus de jeu. On sait moins facilement ce qu'on va récupérer comme résultat. C'est moins direct, on va dire. Mais donc, pour ces raisons, la taxe, elle reste l'instrument le plus efficace si on s'abstrait, maintenant je vais y venir, de certaines considérations supplémentaires. Elles nous permettent d'internaliser le coût et donc de prendre les bonnes décisions. Peut-être je les compare de nouveau un petit peu avec les subventions. Le problème des subventions, c'est que pour les industries qui sont naturellement polluantes, ça va plutôt accroître leurs profits et fournir une incitation à se développer davantage. Alors que les taxes, au contraire, elles vont se faire réduire les industries qui sont davantage polluantes. Donc c'est en cela qu'elles sont supérieures aux subventions. Alors ça fonctionne bien si la taxe elle est appliquée partout, sur tout, et qu'on n'a pas de problème d'ajustement. D'accord ? Parce que si brusquement on vous impose une taxe à 250 € sur la tonne de CO2 sur le litre d'essence, j'ai fait le calcul rapidement. Là, actuellement, ça doit être à peu près à 15 centimes la taxe sur le litre d'essence. En 2030, si on suit ce que nous, on préconise, elle arrive à 75 centimes par litre d'essence. D'accord ? Donc ça fait une grosse différence et ça pose évidemment des problèmes parce que tout le monde ne peut pas changer sa voiture du jour au lendemain pour avoir un véhicule électrique. C'est compliqué. Le véhicule électrique coûte potentiellement plus cher. Donc comme je vous le disais, ça a des effets redistributifs. Ça ne va pas toucher tout le monde de la même façon. Mais ça, c'est entre guillemets un autre problème. Donc que je ne vais quand même pas lâcher. Mais en réalité, il y a deux choses qui sont différentes à considérer. Donc il faut, si jamais on met en place une taxe, le faire suffisamment à l'avance pour que ce soit bien anticipé, pour qu'on n'ait pas de problème d'ajustement trop fort. Ça, c'est pour les problèmes d'ajustement. Pour les problèmes de redistribution, les économistes tendent à penser que c'est deux problèmes séparés. C'est-à-dire que si la société a un problème de redistribution, elle doit régler son problème de redistribution. Si elle a un problème de CO2, elle doit régler son problème de CO2. Et ces deux choses-là ne sont pas forcément interconnectées. Alors après, on a un problème d'acceptabilité. Et c'est vrai que si on met en place une taxe, rien n'empêche, si on veut que les choses se fassent, d'utiliser le produit de la taxe pour le redistribuer aux personnes qui vont souffrir de l'implémentation de cette taxe.
Alors, si je fais le tour des différents instruments que je vous ai proposés, pour voir un peu ce sur quoi ça va avoir un impact, et puis si ça a des conséquences aussi pour le budget général de l'État, et ce qu'on peut en déduire. Donc, par exemple, si je considère une norme sur les équipements neufs, donc maintenant impossible de construire des équipements qui ne satisfont pas un minimum de critères d'efficacité énergétique, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Un renchérissement des équipements neufs, baisse de la valeur des équipements d'occasion. Donc si ce que je considère comme équipement ici c'est un logement, vous avez une passoire thermique, vous allez avoir de la peine à le remettre sur le marché parce que plus personne ne va vouloir de votre passoire thermique, donc le prix de votre bien va considérablement diminuer. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour le budget de l'État? Rien, d'accord? Les normes, c'est juste une norme, l'État ne va pas gagner d'argent là-dessus. Je passe sur les autres normes, l'idée est à peu près la même. Si on a une norme sur les ventes d'équipements neufs, tels que les véhicules par exemple, vous allez avoir une incitation des constructeurs à baisser le prix des voitures propres achetées, à augmenter le prix des véhicules thermiques. Je change les normes pour avoir cette fois-ci des effets sur le budget général. Donc si on a une fiscalité sur les carburants, ça va avoir un impact sur les détenteurs de véhicules, c'était l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Par contre, ça va générer des recettes sur le budget général. Et donc éventuellement, on peut en faire quelque chose de ces recettes qui sont générées si on a un problème d'acceptabilité, si c'est le prix à payer pour que quelque chose se passe. Donc de nouveau, pour être clair, ce qui serait le mieux, ce que nous on appelle le first best, ce serait de dissocier les problèmes écologiques de redistribution. Seulement, et on l'a bien vu récemment, si on les dissocie, il se peut très bien qu'il ne se passe rien du tout. D'accord ? Qu'on ne puisse pas accepter une taxe de 250 € en 2030, et si on n'accepte pas une taxe de 250 € en 2030, il n'y a juste pas de taxe. Et donc, il vaut peut-être mieux accepter ce qu'on appellera un second best, voire même plus loin dans les niveaux, de façon à ce que quelque chose se produise. Et à ce moment-là, ça veut dire utiliser les recettes récupérées ou pour faire des choses écologiques parce que ça parle davantage, ou pour redistribuer à la population, parce que dans ce cas-là, c'est davantage accepté. Voilà, si je prends un autre exemple, subvention aux équipements bas carbone. Donc ça va bénéficier aux acquéreurs d'équipements neufs. Et par contre, ça va grever le budget général. C'est de l'argent que l'État va devoir sortir pour réaliser ses financements. Et donc je vais m'arrêter là-dessus. Je ne sais pas comment je suis avec le temps, tout va bien. Et sur les deux phrases, la première que je vais utiliser et puis celle que l'on a vue en cours de route dans cette présentation, qui à mon sens sont à garder en tête. Pour une entreprise, émettre librement du CO2, c'est du même ordre qu'utiliser de la main-d'œuvre sans la rémunérer. Ce n'est pas une histoire de culpabilisation, c'est juste le fait que ça crée un coût. Et même si le produit de la taxe n'est pas utilisé à des fins écologiques, la taxe est l'instrument le plus efficace. Donc c'est vraiment les deux points qui, me semble-t-il, s'ils étaient mieux compris par la population, permettraient qu'on puisse vraiment faire des avancées en termes de politique climatique et d'émissions de CO2 à l'échelle de notre pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention.